Alors, je ne sais pas si vous me voyez, voilà. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je laisserai ensuite ma collègue Laurence s'exprimer. Merci beaucoup de me laisser la parole. Donc, c'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui et que nous vous retrouvons aujourd'hui avec Laurence pour ce deuxième webinaire, toujours sur la thématique du FOSS, cette fois proprement à destination des enseignants des universités. Mais bien évidemment, le but de ces webinaires, c'était aussi de vous proposer de nouvelles types d'enseignement, donc pas seulement à l'université, mais généralement comment enseigner le FOSS. Et je suis sûre que même si vous n'êtes pas vous-même enseignant à l'université, vous pourrez apprendre beaucoup de vos collègues ce matin. Donc, pour vous faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, comment est-ce qu'on va procéder? Nous aurons donc deux interventions, puisque c'est un webinaire croisé entre l'Ouganda et le Kenya. Cette semaine, on commence par notre collègue kenyane et on aura ensuite l'intervention de notre collègue ougandais. Et ensuite, on aura un petit temps d'échange après 20 minutes de présentation pour chacun des panélistes, disons, pour que vous puissiez les interroger. Vous pouvez également interagir dans le chat qui se trouve normalement sur la gauche, au cas où vous auriez des questions pendant les interventions. Et n'oubliez pas de couper vos micros quand vous ne participez pas pour que nous n'ayons pas d'écho et pas de bruit interférent. Voilà, merci beaucoup encore d'être là ce matin. Et Laurence, je te cède la parole. Merci beaucoup, Lucille, pour ce mot de bienvenue. Bienvenue à tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième webinaire. Le premier webinaire a été un succès, un beau moment de partage. Si vous n'avez pas eu l'occasion de participer, vous pouvez toujours le retrouver en replay très facilement. Et Lucille a déjà présenté le mode de fonctionnement. Aujourd'hui, ça sera un webinaire à 3 voix même, puisque du côté kényan, on aura deux intervenantes. Donc, nous avons vraiment hâte de les écouter. Et encore une fois, n'hésitez pas à interagir sur le chat. Nous aurons en principe quelques minutes à la fin des différentes interventions pour répondre à vos questions. Alors, un très bon webinaire et j'invite dans un premier temps Gladys Otieno à se présenter et à commencer son intervention. Merci Laurence, merci Lucille. Donc, je m'appelle Gladys Otieno, comme vous avez entendu, ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai été professeur de français de l'hôtellerie et du tourisme pendant une vingtaine d'années. Et en plus, j'ai fait des travaux sur le français de l'hôtellerie et du tourisme et dans le cadre de ma thèse. Et j'ai partagé avec vous le lien sur l'écran que vous voyez sur l'écran pour accéder à cette thèse, si ça vous intéresse. Bon, ce que je vais partager avec vous, c'est le résultat de ces années d'expérience et aussi des travaux que j'ai effectués dans le domaine. Donc, j'essaie de vous donner quelque chose de pratique que vous pouvez ensuite appliquer dans vos cours de français de l'hôtellerie et du tourisme. Bon, normalement, on vous demande de donner cours à un public de force de l'hôtellerie et du tourisme. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement? J'imagine que ce que vous vous demandez, c'est qu'est-ce que j'enseigne? Donc, ça, c'est la première question que je vais aborder. Quoi enseigner? Bon. Normalement, ce que je propose, c'est que l'enseignement commence par, bien sûr, la conception des cours. Et cela commence par l'analyse de besoins. C'est cela ma première étape. La première étape que je vous propose, c'est l'analyse de besoins. Et ensuite, il y a la recherche des documents. Troisième étape, analyse du document. Et la quatrième étape, l'exploitation du document. Vous notez que les deux premières étapes s'adressent à la question « quoi enseigner ?» Et puis, les deux dernières s'adressent à la question « comment enseigner ?» Donc, on passe donc à l'analyse de besoins. Quand on parle de l'analyse de besoins, de quoi parle-t-on exactement? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un recensement des situations de communication que l'apprenant est susceptible de rencontrer ultérieurement sur le lieu de travail. Donc, vous recensez les situations de communication que votre apprenant est susceptible de rencontrer
sur le lieu de travail à l'issue de sa formation. Donc, justification. Pourquoi faire l'analyse de besoin? D'abord, elle permet de répondre à la question « Quoi enseigner ?» Elle vous permet d'élaborer un programme et aussi les contenus des cours. Deuxième justification, que je n'ai pas inscrit sur le slide, et que normalement, au niveau universitaire, il n'y a pas de méthode disponible pour enseigner le français général, même et le français de spécialité ou le FOSS. Il n'y a pas de méthode. Donc, cela vous permet aussi de voir quelque chose que vous pouvez présenter aux apprenants qui peuvent suivre en guise de manuel. Et troisièmement, les manuels qui existent. Il y a des manuels qui existent, bien sûr, sur l'hôtellerie, sur le tourisme, sur la restauration. Mais normalement, ils ne répondent pas vraiment aux besoins de nos milieux professionnels. Ils sont souvent très éloignés des réalités du terrain. Donc, c'est pour ça qu'il faut nécessairement faire une analyse de besoin. Ensuite, voilà. Donc, quand vous faites l'analyse de besoin, quelles sont les informations que vous recherchez? J'ai déjà dit que vous cherchez des informations relatives à la situation de communication. Et plus précisément, vous cherchez à définir les tâches professionnelles visées. C'est-à-dire, quelles sont les tâches professionnelles qu'auront à effectuer les apprenants sur le lieu de travail. Vous avez, à titre d'exemple, accueillir des touristes à l'aéroport, accompagner des touristes en safari, etc., etc. Voilà des exemples de tâches que vous pouvez lister, vous pouvez recenser. Ensuite, il y a les modes de communication. Comment auront-ils à communiquer avec des clients ou avec qui que ce soit? Est-ce par téléphone, en face à face, par courriel, etc., etc. Qui seront leurs interlocuteurs? Avec qui auront-ils à parler ou à écrire? Et puis, le sujet de communication. Quels sont les thèmes qu'ils auront abordés avec ces interlocuteurs? Et puis, finalement, les documents. Est-ce qu'il y a des documents? Vous cherchez des documents qui circulent sur le milieu de travail. Les documents et des discours, si possible. Vous pouvez demander l'autorisation d'enregistrer des discours. Et j'avoue que cela n'est pas facile. Mais si vous y arrivez, tant mieux. Voilà les informations que vous cherchez lors de l'analyse de besoin. Ensuite, bon, comment faire cette analyse de besoin? Il s'agit principalement de collecte de données. Premièrement, vous pouvez le faire par une quête de terrain. C'est-à-dire, vous devez vous rendre dans des établissements de l'hôtellerie et du tourisme pour récolter cette information. Et il s'agit pas forcément de grandes enquêtes. Oui, si vous avez les moyens, bien sûr, vous pouvez entamer des grandes enquêtes du terrain, mais sinon, vous pouvez aussi la faire, mais en petite échelle. Bon, et ça c'est enquête du terrain. Et puis, vous pouvez aussi le faire par voie de relations interpersonnelles. Je suis sûre que chacun d'entre vous connaît quelqu'un qui travaille dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, vous pouvez vous servir de ces connexions, de ces contacts pour interroger les professionnels ou bien pour avoir accès à ces établissements de l'hôtellerie et du tourisme. Et puis, sinon, vous avez aussi la possibilité d'interroger vos collègues qui travaillent dans les départements de l'hôtellerie et du tourisme, dans vos établissements. Si vous enseignez le français de l'hôtellerie et du tourisme, ça veut dire qu'il y a forcément un département de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, vous pouvez interroger vos collègues sur l'avenir professionnel de vos apprenants. Qu'est-ce qu'ils auront à faire une fois qu'ils auraient terminé leurs études. Ensuite, après la collecte des données, vous passez maintenant à la préparation des documents pour enfin les utiliser en classe.
Et vous pouvez vous servir, bien sûr, des documents que vous auriez collectés à la phase de l'analyse de besoins. Sinon, si vous n'avez pas de documents, vous pouvez aller sur Internet. Vous avez beaucoup de ressources en matière de documents authentiques que vous pouvez utiliser. Et puis, quand je parle de documents, il faut que vous cherchiez une variété de documents tant audio que vidéo que textuels. Et ces documents doivent correspondre au niveau visé, c'est-à-dire au niveau visé, oui, et aussi, ils doivent aussi correspondre à la tâche que vous cherchez à exploiter ou à travailler. Bon. Après, maintenant, il s'agit d'exploiter le document, c'est-à-dire d'analyser le document. Vous allez décortiquer le document en fonction des suivants. Les éléments langagiers, les éléments tels que la grammaire, le lexique, la phonétique, le cas échéant. Et puis, il y a aussi les aspects socioculturels et les aspects pragmatiques, s'il y en a. Après avoir analysé le document, c'est le moment de l'exploiter pour l'utiliser en classe. Comment l'utiliser en classe? Et là, vous connaissez déjà, j'imagine, l'unité didactique typique. Donc, commencez par l'anticipation. Vous regardez le document et vous demandez aux apprenants de faire des hypothèses concernant le document, concernant le contenu du document. Et puis, vous passez à la compréhension globale. Posez des questions telles que où, quoi, qui, juste pour permettre aux apprenants de comprendre un petit peu les éléments de base du document. Ensuite, vous entrez à la compréhension détaillée. Vous posez des questions plus détaillées sur le document. Et après, il y a la phase repérage, où vous cherchez à repérer les différents savoir-faire exploités qui se présentent dans le document. Et puis, vous commencez à conceptualiser les éléments du document, surtout les éléments grammaticaux du document. Après, vous avez la systématisation, et ça veut dire des activités de pratique, des exercices, des activités, et pour vraiment s'assurer que les apprenants ont compris les éléments conceptuels. Et finalement, vous passez à la phase de production. Vous demandez aux apprenants d'appliquer ce qu'ils ont appris à une situation réelle de la vie réelle. Et là, je propose la perspective actionnelle parce qu'il s'agit ici de tâches. Et les apprenants utilisent le foncier sert d'un outil pour effectuer des tâches professionnelles. Donc, je trouve que le FOSS s'harmonise bien, ça va bien avec la perspective actionnelle. Bon, je ne sais pas si l'auteur me permet, je ne crois pas, mais vous avez un exemple d'un document authentique et j'allais, si le temps le permettait, de vous montrer comment on pourrait exploiter ce document en classe. Et si vous regardez ce document, je suis sûre que c'est pas trop clair, mais vous allez peut-être noter qu'il y a des éléments qui sont récurrents, tels que le futur simple, et il y a le comparatif, il y a la nominalisation. Donc, quand vous avez un document comme celui-ci, vous cherchez les éléments récurrents et vous exploitez ces éléments avec vos apprenants. Je crois que j'ai terminé et merci de votre attention. Merci beaucoup Gladys pour cette première présentation. J'encourage les uns et les autres à commenter, à poster leurs remarques également dans le chat. Et je propose maintenant à Clara de prendre la parole.
Bonjour, chers collègues de l'Ouganda, du Kenya. Je suis très ravie d'être parmi vous ce matin pour partager quelques astuces en ce qui concerne l'enseignement-apprentissage du français sur objectifs spécifiques. Dans notre contexte kenyan, il s'agit de français de spécialité. Je m'appelle Clara Lagat et j'enseigne à l'université de Kabianga qui se trouve à Kericho. Et là, j'enseigne le français du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration depuis l'année 2015. Et donc, je vais juste partager quelques astuces parce que vous connaissez déjà les démarches à suivre en ce qui concerne l'enseignement du FOSS, comme notre collègue Gladys Otieno a bien précisé les étapes de l'enseignement. Et donc, ce que je vais faire, c'est juste vous aider à avoir un rappel. Alors, je commence. Il faut se demander quelques questions. De quel français s'agit-il? Qui apprend ce français? Il s'agit de public à considérer. Avec quel besoin, donc, quel besoin langagière? Et donc, je crois qu'il faut toujours penser à donner la réponse à la question pourquoi l'apprentissage? Pourquoi l'apprentissage de la langue française à l'université? Et après cela, on passe maintenant au comment. Hein? Comment enseigner ce français-là? Et en utilisant quelle approche? C'est ça l'idéal. Alors là, quand on parle de la langue française, il y a toujours cette question de français sur objectif spécifique ou le français de spécialité ou le français ou l'apprentissage cible l'acquisition de compétences linguistiques chez l'apprenant qui lui permettrait d'accomplir des tâches ou actions professionnelles du domaine de spécialité. Et donc, il faut penser toujours au profil des apprenants. Quel est leur profil en ce qui concerne leur niveau de l'apprentissage de la langue. Et dans notre contexte kényan, nous savons que la majorité des apprenants sont les vrais ou faux débutants et ils sont d'adultes avec les bagages culturels différents. Et puis, ce sont les apprenants captifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le français est offert aux apprenants qui n'ont pas choisi d'apprendre le français par défaut. C'est-à-dire que parce qu'il s'agit de français de spécialité, le français est intégré dans leur programme, soit licence en français en tourisme ou licence en hôtellerie et restauration. Alors, normalement, ce sont des apprenants qui n'ont pas choisi au préalable d'apprendre le français, mais qui se trouvent dans les cours de langue, parce qu'il s'agit de l'offre et non demande. Alors, il faut toujours considérer les défis qui se trouvent dans notre contexte universitaire kenyan. Normalement, on enseigne le français il y a 3 heures par semaine, seulement une fois par semaine. Et donc, il y a déjà un problème en ce qui concerne les fréquences de cours. Il y a aussi le manque de ressources. Et c'est ça à considérer, comment se procurer des ressources pédagogiques et didactiques nécessaires pour l'apprentissage, enseignement de la langue de spécialité.
Et il y a normalement aussi les apprenants qui ne sont pas aussi motivés pour apprendre cette langue à cause des réseaux particuliers, y compris celles que je vous ai expliqué, que ce sont les apprenants qui n'ont pas choisi d'apprendre le français dès le début. Alors, quelles donc sont les démarches? Comme j'ai dit, je disais tout à l'heure qu'il faut se concentrer à cette question-là, le pourquoi pour arriver le comment. Alors, le but principal, c'est pour satisfaire les besoins langagiers des apprenants. Il s'agit de faire apprendre les apprenants les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être pour gérer avec succès des formes de communication dans lesquelles ils vont être impliqués. Et donc, vu les conditions existantes, il s'avère nécessaire de mettre en œuvre de méthodologies appropriées et stratégies efficaces, et parmi lesquelles la mise en œuvre d'une approche pragmatique déclinée en actions placées au sein de processus de communication dans lesquels il faut parler d'objectifs communicatifs servis de contenu linguistique. C'est-à-dire qu'il faut toujours commencer par les objectifs communicatifs et pas la langue. Ce n'est pas la grammaire qui prime. Ce sont les objectifs communicatifs qui vont aider les apprenants à acquérir une compétence de communication. Et donc, il est nécessaire, comme disait ma collègue Madame Otieno, Dr Otieno, qu'il faut toujours penser au contexte, le contexte de communication, les situations de communication. Et donc, il faut définir les contenus d'apprentissage en fonction des objectifs formulés, tout en considérant les compétences, les savoirs et les savoir-faire escomptés. On a parlé de l'approche actionnelle. C'est pourquoi s'il s'agit de considérer les contextes de communication et les tâches à réaliser dans le domaine professionnel des apprenants, il faut donc penser à ces deux approches. Moi, j'imagine que ce sont les plus convenables parce que il y a ces principes-là, le fait que l'apprenant est considéré comme acteur social qui devrait savoir agir dans ce domaine professionnel. Et l'apprentissage vise à l'acquisition de compétences communicatives qui sont définies en termes de savoir-faire et savoir-être. C'est-à-dire, il ne faut pas tout simplement penser à l'apprentissage de lexique, mais aussi le savoir-être. Comment utiliser la langue pour réaliser les tâches particulières. Quels sont les bagages linguistiques qui vont aider l'apprenant à réaliser, par exemple, les tâches comme accueillir les touristes à la réception, réserver des chambres, par exemple, s'il s'agit de français du tourisme et de l'hôtellerie. Quelle est son posture à la réception? Il ne s'agit pas seulement l'apprentissage de la grammaire. Alors, la primauté de sens est très essentielle. L'authenticité, c'est-à-dire le lien avec la vie réelle, la concrétitude de l'apprentissage. Alors, ce sont des principes les deux approches, l'approche communicative et l'approche actionnelle, mais aussi dans la perspective socio-constructiviste
parce qu'il s'agit de l'apprentissage collaboratif et coopératif, là où les apprenants sont amenés à travailler ensemble pour réaliser des tâches qui simulent les tâches de la vie réelle dans le domaine professionnel visé. Alors, il s'agit de la mise en œuvre des simulations, des jeux de rôle et des projets. Et normalement, avec ces activités d'apprentissage, il y a toujours la construction de savoir. Et donc, normalement, avant de réaliser ces activités d'apprentissage, il faut que l'enseignant planifie. Il faut qu'il y ait des planifications tout à fait compréhensives en ce qui concerne les séquences pédagogiques. Les séquences pédagogiques, qu'il s'agit d'un ensemble continu de séances articulées entre elles dans le temps et organisées autour d'une ou plusieurs activités en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs. Et il s'agit des objectifs linguistiques, pragmatiques, sociolinguistiques et socioculturels. J'imagine que vous avez déjà passé par la construction d'une séquence pédagogique avec les 7 phases de la compréhension globale jusqu'à la phase de production comme expliqué Dr Otieno. Et puis, il faut aussi la planification en ce qui concerne l'acquisition de ressources, les documents support et authentiques en ce qui concerne la mise en place ou la mise en œuvre des tâches, des micro-tâches en classe et aussi les tâches, les macro-tâches qui sont les tâches liées au domaine professionnel des apprenants. Et parce que nous avons toujours un problème de procuration de ressources didactiques ou pédagogiques, j'imagine que l'intégration des TIS et les outils numériques, y compris les ressources, les réseaux sociaux, s'avèrent très utiles. Et donc, je vais peut-être vous donner quelques exemples en ce qui concerne la mise en œuvre, l'usage des documents qui se trouvent sur Internet. Il y a les documents audiovisuels. J'ai vu un exemple donné par Gladys Otieno. Moi, quand j'enseigne le français du tourisme, j'utilise les clips vidéo qui se trouvent sur YouTube. Ce sont les vrais documents authentiques. Et il y a un film, des films YouTube. Il y a Le Kényan, intitulé Le Kényan, un rêve de safari. Il y a le lien là. Ce que je fais normalement, c'est utiliser Save YouTube. Save YouTube, ça vous donne l'occasion de visionner les clips vidéo sans avoir les publicités. Alors, ce que je fais, c'est copier-coller le lien sur YouTube et puis sur Save YouTube pour trouver le lien là. Il y a donc le Kenya, un rêve de safari, notre premier safari au Kenya. Ce sont les vidéos très, très utiles parce qu'il y a aussi les sous-titres et les apprenants auront l'occasion de suivre la conversation. La compréhension est aussi facile à faire. Alors, il y a le comment. J'ai parlé des modalités, l'apprentissage, le travail collaboratif
et apprentissage coopératif. J'ai déjà expliqué ça. Et donc, parce qu'il s'agit du français sur objectif spécifique et normalement, c'est l'oral qui prime, il faut toujours privilégier l'oral. Voilà, je vous remercie de votre participation et de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Clara. Je propose que Patrick prenne maintenant la parole pour la suite de l'intervention. Alors, merci beaucoup Laurence, merci Clara et merci Gladys. Je pense que c'est bien détaillé, vous avez donné un contenu très important et je pense que ça sera plus facile pour moi parce que vous avez déjà détaillé quelques points très importants. Bonjour tout le monde, je suis Patrick Bujingo, je suis prof de langue française à l'université de Moubs en Ouganda. Et aussi, c'est important qu'aujourd'hui, je vais discuter le domaine du business. Et c'est fausse en général, mais l'avantage, c'est qu'on a déjà examiné et discuté le secteur de l'hôtellerie et tourisme. Et donc, le business, quelles sont les différences? Et pour cette occasion, je voudrais partager comment ça se fait à Moubs. Parce que vous êtes déjà une université ou institution orientée vers le commerce, le business. Et donc, c'est un avantage que les apprenants apprécient déjà l'aspect commercial de tout ce qui est enseigné. Et donc, on va commencer avec, et on va explorer comment il faut se présenter aux apprenants, comment c'est enseigné, et aussi comment les étudiants ou les apprenants sont évalués. Voilà, premièrement, c'est important d'avoir quelques objectifs. Et donc, pour évaluer les objectifs du FOSS dans le contexte de Business en Moves, premièrement, on a un objectif principal pour fournir aux étudiants ou aux apprenants les compétences de communication requises au niveau élémentaire et les équiper de nécessaires pour communiquer dans un environnement d'affaires donné au niveau local, régional ou international. Donc, en général, c'est pour assurer que les étudiants ont la capacité de communiquer dans les dimensions de l'entreprise, d'échanger, d'avoir la capacité de discuter avec des clients, avec des collègues. Et ça, c'est ce qu'on trouve très important. Et donc, sur l'objectif principal, on a les objectifs spécifiques. Et premièrement, ça c'est pour permettre aux étudiants ou aux apprenants de communiquer lors de tâches simples et routinières nécessitant un échange d'informations simples et directes. Même si c'est vrai qu'il y a quelques échanges très compliqués, mais ici, on focalise sur les premières communications ou les premières opportunités d'échanger, de communiquer des détails simples et directs. Deuxièmement, c'est pour permettre aux étudiants de commercialiser des entreprises au niveau local, régional et international. Et on va voir aussi l'importance de ce point parce qu'il y a, les étudiants ont une tâche de créer des entreprises et d'engager comme collègues. Donc, troisièmement, c'est pour devenir opérationnel et individuellement responsable dans le commerce. Donc, pour chaque tâche et pour chaque objectif de l'enseignement, c'est important de noter ce qu'on va voir alors que l'évaluation est faite à la fin de l'enseignement. Et si vous avez les objectifs, c'est simple et c'est facile de faire l'évaluation parce qu'on a déjà souligné les objectifs. Donc, on a vu que le principal objectif, c'est pour aider les étudiants ou les apprenants pour avoir la capacité de communiquer et d'échanger.
Donc, quelle est l'approche ou le mode d'enseignement qu'on utilise en Moodle? Voilà, ici, on parle de FROS, c'est la langue française en général. Et on ne peut pas enseigner la langue française et surtout la langue française avec les objectifs spécifiques si on n'essaie pas d'engager les étudiants ou d'encourager les étudiants de travailler en groupe. Donc ici, le mode qu'on utilise premièrement, il y a le travail en groupe où on donne des tâches aux étudiants pour trouver des solutions ou d'avoir des scénarios différents. Et ici, ce travail en groupe, c'est important parce que ici, si on crée des groupes différents, ça donne les étudiants échanger, même s'il y a des étudiants qui ne sont pas actifs, ça donne la motivation de participer ensemble. Deuxièmement, il y a l'utilisation de documents écrits authentiques et des matériels de référence audiovisuelle. Et c'est important d'utiliser l'Internet aussi, comme mes collègues Clara et Gladys ont déjà souligné, surtout sur les plateformes comme YouTube. Et maintenant aussi, on a des documents authentiques sur IFProf. Ça, c'est l'avantage qu'on a comme membre d'IFProf, comme prof sur la plateforme. Et aussi, il y a des jeux de rôle. Et ici, on crée des situations exactes ou des situations réelles. Et comme ça, c'est pas juste la théorie, mais ici, on donne les étudiants ou les apprenants la chance de voir comment utiliser quelques phrases, quelques mots, dans quelle situation. Et donc, ça, c'est l'avantage des jeux de rôle. Et je vais continuer avec quelques avantages après. On utilise des débats aussi, où on a quelques sujets présentés. Et comme ça, on donne à l'étudiant de faire quelques échanges et de décider quel aspect de voir les opinions des étudiants aussi. Et aussi, on utilise des présentations orales, individuelles et collectives. Ça, c'est pour donner la confiance en général aux étudiants d'avoir la capacité de communiquer. Par exemple, dans la classe ou à l'extérieur, parce que pour le moment, on a quelques partenaires où on peut aussi inviter les partenaires dans la classe pour donner des situations réelles et pour donner quelques situations où les étudiants ont des tâches pour créer des solutions ou pour échanger. Et voilà, pour avoir les objectifs qu'on a déjà vus et aussi les modes d'enseignement et quels sont les contenus qu'on utilise ici ou les différents aspects qui sont donnés aux étudiants dans l'aspect de business pour avoir la capacité de communiquer au niveau de base et premièrement d'avoir cette capacité de comprendre. Parce que par exemple, s'il y a un échange, premièrement, bien sûr, les salutations, où on parle des salutations formelles et informelles, comment se présenter et comment présenter les collègues aussi, parce que ça s'est fait dans les différentes situations, dans les salons, et comment se présenter, et donc aussi la communication interne et externe. Et ici, c'est l'opportunité pour les apprenants de comprendre comment écrire à l'aide. Donc ça, c'est la communication en ligne. Et aussi, on a les scénarios où les étudiants ont la tâche de communiquer par ton, échanger les détails par téléphone. Par exemple, dans un hôtel ou dans un business formel, comment échanger dans une situation externe aussi. Et voilà, on a aussi une tâche, c'est comme un challenge pour les étudiants, de lancer une nouvelle entreprise et de décider le nom de l'entreprise, les produits que l'entreprise fabrique, par exemple, et donc aussi les opportunités de décider combien de membres sont les entreprises, les différents rôles. Et voilà, après ça, il y a
le challenge de communiquer ou de présenter les entreprises aux autres collègues, et aussi la capacité voilà, de poser des questions, quels sont les produits que vous fabriquez, l'année quand l'entreprise était lancée et tout ça. Et donc aussi, c'est pour parler d'une entreprise et de ses produits, comme c'est déjà mentionné, la commercialisation des produits fabriqués dans les pays francophones. Et aussi, on a des scénarios des étudiants de voir comment acheter ou vendre des produits fabriqués. Donc, comme apprenants, il y a une possibilité d'être les entrepreneurs ou d'être les clients. Donc, pour les deux situations, on a les différentes activités organisées pour assurer que les étudiants ont la capacité de communiquer comme entrepreneurs. Et bien sûr, ici, on discute le transport dans les affaires et les différents aspects très importants. Et voilà, on continue ensuite avec l'importance des jeux de rôle. Et on a réalisé que je pense que c'est le mode très important parce qu'ici, premièrement, ça nous donne la capacité de renforcer la confiance des étudiants. Voilà, c'est bien noté que dans une classe, il y a des étudiants qui ne sont pas actifs, il y a des étudiants qui manquent la confiance nécessaire de communiquer, mais avec cette activité de jeu de rôle, si on a des scénarios, ça nous donne la confiance, oui, entre les étudiants de communiquer. Deuxièmement, aussi, c'est pour améliorer leur créativité. Par exemple, si on donne cet exercice ou cette activité, cette tâche, de créer une entreprise, on a vu les différents aspects très importants et très intéressants où les étudiants font des différents mélanges et la créativité, par exemple par leurs produits, le nombre des entreprises et les différents aspects dans les entreprises. Ça, c'est la créativité. C'est vraiment important. Et troisièmement, ça va améliorer leur capacité à parler français en public. Donc, le français, c'est pas juste la théorie, c'est pas juste la grammaire ou le vocabulaire. C'est la capacité de parler, la capacité à parler en public. Et ça, c'est l'intention de cet enseignement. Donc, c'est pourquoi je voulais souligner l'importance du jeu de rôle. Et vraiment, c'est ce qui concerne la chance donnée aux apprenants pour participer. Et donc, parce que l'enseignement pour aujourd'hui, l'enseignement de l'avenir, c'est pas le rôle de prof d'entrer la classe et de communiquer les détails, la théorie et tout ça. L'enseignement de l'avenir, c'est la classe où les apprenants et les profs ou les différentes personnes dans la classe sont actives. Et le processus de l'enseignement engage tout le monde et c'est participatif. Et ensuite, la dernière diapositive, c'est l'évaluation. Donc, on a différents modes d'évaluation. Mais on a des tests écrits et aussi des tests oraux. Et ici, c'est maintenant important parce que c'est important d'évaluer, oui, quelques aspects pour la grammaire, le vocabulaire, mais aussi les tests ou le travail oral. C'est vraiment important parce que ça, c'est le but. On va voir les étudiants qui ont la capacité de communiquer et d'échanger et voilà, de faire le business en général. Ça, c'est le but. Et en général, c'est ce qu'on fait en MOOCs. On a les différents aspects, comme on a noté. Mais en général, c'est ce que j'ai souligné, que c'est important d'avoir une classe active où les apprenants participent dans le processus de l'enseignement. Et voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et c'est à vous, Laurence. Merci. Merci beaucoup, Patrick, pour cette présentation, ce partage d'expérience sur la manière dont vous enseignez le FOSS à l'université en Ouganda. Merci d'avoir détaillé vos
vos objectifs, bien sûr, d'avoir détaillé aussi les pratiques d'enseignement que vous utilisez. J'invite les uns et les autres à prendre la parole. N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour poser une question à Patrick, à Clara ou encore à Gladys. Nous avons à peu près 10 minutes restantes pour les échanges. Vous pouvez aussi écrire dans le chat. Si Clara, Gladys ou encore Patrick veulent apporter encore des précisions, n'hésitez pas non plus à ouvrir votre micro et à prendre la parole. Bon, est-ce que je peux participer, contribuer? Oui, bien sûr, allez-y. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Margaret Sangwa, je suis professeure de français à l'université de Chuka, où j'enseigne le FOSS, c'est le tourisme, l'hôtellerie et le tourisme. Ce que je voulais contribuer seulement, c'est à propos de ce que Gladys a dit en ce qui concerne les ressources. À part des ressources sur Internet, on peut avoir aussi même les bouquins là pour utiliser comme méthode. Ce que je fais normalement, j'ai fait les commandes chez une librairie qui s'appelle Educate Yourself, qui se trouve à Nairobi. Là-bas, on peut faire des commandes. On a partagé les ressources avec des collègues. Et donc, mais pour obtenir ou pour trouver les ressources, les méthodes, on peut utiliser cette librairie-là où on fait les commandes des bouquins qui sont très, très, très spécialisés en hôtellerie et tourisme. Merci. Et le nom, je vais mettre le nom de la librairie dans le chat. Merci beaucoup, Margaret, pour cette contribution. Donc, pour tous les enseignants de FOSS ou pour tous les curieux, n'hésitez pas à prendre la tâche de cette librairie. Je vois qu'on a une question dans le chat de Boniface qui interroge les panélistes sur la place de la pédagogie de projet dans l'enseignement du FOSS. Est-ce que l'un des intervenants d'aujourd'hui souhaiterait répondre à cette question? Oui, Boniface, je crois que la pédagogie de projet est très, très utile, très pertinente en ce qui concerne l'enseignement du FOSS, parce que ça donne l'occasion aux apprenants de mettre à profit, plutôt en pratique, de tous les savoirs et savoir-faire en pratique. Par exemple, si on leur demande de simuler, par exemple, pendant une occasion officielle à l'université, par exemple, et vous leur demandez de faire une exposition de spécialités kenyanes, par exemple, si ce sont les étudiants du français, les étudiants de l'hôtellerie et de la restauration, et ils organisent et préparent un projet sur les spécialités kenyanes et ce qui concerne les repas. Et puis, si c'est aussi une journée pareille, on peut avoir les apprenants du français et du tourisme donner des exposés sur les attractions touristiques qui se trouvent au Kenya, les plus populaires. Et peut-être avoir une exposition concernant de telles attractions. À mon avis, c'est très, très, très important. Oui, merci.
Si je peux reprendre la parole, il y a aussi les bouquins à l'Alliance française à la médiathèque. Il y a beaucoup de ressources là-bas sur le FOSS. Il y a des fois où j'ai emprunté des bouquins là-bas pour utiliser en classe à l'Alliance française. Merci beaucoup, Margaret. Je vois qu'il y a pas mal de remarques sur le chat également. Donc, vous avez Educate Yourself Westgate Mall pour les Kenyans qui pourraient se déplacer à Nairobi, par exemple. Et puis, vous avez aussi des remarques sur la communication. Je vois que d'autres continuent à écrire dans le chat. Et pour Marine Dougui qui demande s'il existe une formation pour pouvoir enseigner le FOSS, Marie, je vous encourage à regarder le replay du webinaire de samedi dernier qui portait sur la formation continue des enseignants de FOSS. Il y avait bien sûr la plateforme eFOSS. Teresa Otieno a partagé d'ailleurs son projet en lien avec les sciences de l'information. Et puis, Milbourga a partagé son expérience suite à une formation dans le cadre d'un FSPI en Ouganda. Est-ce qu'il y aurait une dernière question dans le chat ou en prenant la parole en ouvrant votre micro? Ah, je vois une question de Jean. Je vous remercie. Je lis la question pour ceux qui ne pourraient pas la lire. Étant donné qu'il n'y a qu'à peu près 3 heures de contact avec les élèves, comment est-ce qu'on peut faire agir les étudiants en classe? Est-ce que l'un de nos intervenants ou l'un des participants souhaiterait prendre la parole pour répondre à Jean? Oui, Jean Baron, ça c'est la vérité qu'il y a ce défi-là de volume horaire. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est très important de penser aux activités de groupe et utiliser les réseaux sociaux. Ce que j'utilise normalement, c'est le WhatsApp. Je peux leur envoyer quelques documents audiovisuels au préalable et qu'ils se préparent avant les séances de cours. Et puis, ils peuvent utiliser aussi Vocaroo pour s'enregistrer. Si c'est un travail de l'oral, par exemple, s'ils ont demandé à simuler un dialogue, une conversation entre un client à l'hôtel ou au restaurant, et ils préparent un dialogue par avance, et puis ils jouent les rôles, et puis ils s'enregistrent soit via WhatsApp ou Vocaroo. Et puis, ils me donnent les liens par mail. Je les écoute et puis je leur donne aussi des feedbacks via des réseaux différents. Alors, c'est possible de faire travailler les apprenants, tous les apprenants, parce que si vous organisez des groupes ou formez des groupes, vous leur donnez les tâches différentes et les jeux de rôle différents. Ils s'enregistrent et puis ils vous donnent les liens. Et après, c'est la question de maintenant la pratique en classe. C'est possible, oui. Je ne sais pas, est-ce que je peux poser la question directement? Une question directement? Oui, bien sûr. Oui, parce que là, merci beaucoup Clara, j'ai bien entendu la réponse que vous avez donnée là, mais là, la question qui reste, c'est si après avoir vu ou bien revoir les enregistrements, ça reste que c'est avec toi, directement avec les étudiants, mais parmi les étudiants eux-mêmes, parce que là, j'essayais de voir
si c'est la même situation qui existe au secondaire, là où on a, il y a dans quelques institutions, les étudiants sont nombreux, mais on n'arrive pas même à les faire, hein, à communiquer en classe. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous là, dans les universités, aussi au niveau de FOSS. Si je peux répondre à Jean, quand vous avez nombreux étudiants, vous avez la possibilité de les mettre en groupe. Comme ça, tout le monde a l'occasion de prendre la parole au sein du groupe. Alors, c'est pour ça qu'on encourage l'emploi du travail en groupe et aussi de projets. Merci Gladys, merci. Ouais. Et pour s'assurer que chaque apprenant participe, il faut toujours donner les points. Bon, chez nous, là, si c'est une évaluation formative, on donne les points à chaque apprenant. Il faut exiger que chaque apprenant participe dans les présentations en classe. Dans les présentations en classe. Comme ça, ce n'est pas à 2 ou 3 apprenants qui vont participer, mais tout le groupe. Un groupe de 3 à 5 apprenants, pour moi, c'est bon. Je peux ajouter, bonjour à tous, je peux ajouter que même quand on fait des cours en ligne, donc c'est très facile, hein? On leur met en groupe et on fait tout le monde travailler. Après, on se retrouve et chaque groupe va prendre la parole pour présenter le travail. Donc, c'est vrai, c'est un défi, c'est un challenge d'avoir... on a beaucoup d'étudiants, des fois on a même 92, hein, mais on les divise encore en 2 groupes pour travailler, avoir 2 ou 4 cours par semaine. Merci. Merci Teresa, merci Gladys, merci Margaret, merci à tous ceux qui ont pris la parole. Laurent. Ah, Boniface, je vous laisse le mot de la fin alors. Merci. Juste une observation, bien une petite question là. Merci beaucoup pour nos intervenants d'aujourd'hui. Et Clara, l'idée des poids là, je crois que c'est très bien parce que ça encourage. Et moi, je me demandais, au niveau de la motivation ou bien l'intérêt des élèves, est-ce que vous trouvez que disons les étudiants, est-ce qu'ils sont très motivés pour poursuivre le parcours là, ou bien comment vous faites pour les intéresser? Et deuxième question, dans les cas où il y a un très grand groupe, qu'on vient de soulever Jean Barrot, comment est-ce qu'on fait? Parce que dans les grands groupes, il y a des élèves qui sont très doués, qui sont plus doués que les autres. Comment on fait maintenant pour assurer que peut-être tout le monde avance un joli pas? La question de démotivation des apprenants, moi, ce que j'ai constaté, c'est que plus vous travaillez ensemble, plus vous leur donnez les tâches assez réalisables, plus vous leur encouragez à parler, à présenter quelque chose, ils auront la confiance à participer. Et quand ils participent et ils ont de bons feedbacks en ce qui concerne leur performance, ils auront envie de continuer. Alors, auparavant, au commencement, il y a cette démotivation, mais au cours, bon, petit à petit, ils commencent à s'intéresser à l'apprentissage. Surtout quand ils se voient présenter quelque chose, quand ils s'écoutent, quand il s'enregistre sur Vocaroo,
ils commencent à avoir cette envie-là de continuer. Je vois que mes apprenants maintenant commencent à s'intéresser à la langue française. Et c'est mieux. Hein.